Bonjour, un excellent début d'après-midi à tous. Nous vous remercions d'être fidèles à notre édition d'information de 13 h. Nous vous proposons à présent ces messages. Nous entamons cette édition par ces messages de félicitations adressés par Sa Majesté le Roi à Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de son anniversaire. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer sa fierté des relations d'amitié solides et d'estime mutuelle unissant les deux familles royales. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République portugaise, son Excellence M. Marcelo Rebelo de Sousa, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Les manuels de préhistoire n'écriront plus que l'Homo sapiens est né en Afrique de l'Est il y a 200 000 ans, mais au Maroc il y a 300 000 ans. C'est la révolution scientifique du siècle. Nous vous en parlions déjà ces derniers jours. Hier, les fossiles découverts à Jbel Iroud, dans la province de Youssoufia, près de Marrakech, ont été présentés à la presse et aux scientifiques arabes. Mohamed Eklishkar. L'endocrâne, il laisse des empreintes qui font dire que le cervelet est petit. On avait un petit cervelet. Une mandibule, un crâne, un fémur et divers autres fossiles découverts, mais tout concorde, il s'agit bien d'un Homo sapiens. D'ailleurs, la datation du fossile se fait par deux méthodes distinctes et à chaque fois le résultat est le même, révolutionnaire pour les scientifiques. On était à 200 000, on passe à 300 000. Donc l'origine d'Homo sapiens prend un coup de vieux conséquent de 100 000 ans. On passe à 300 000 et ça change complètement la donne, ça change beaucoup de choses. Et c'est maintenant une réévaluation de l'ensemble des connaissances à notre disposition. 5 squelettes fossiles de cet Homo sapiens ont ainsi été découverts sur le site de Jbel Iroud, devenu pour les scientifiques le berceau de l'humanité. L'analyse morphologique avec reconstitution 3D montre qu'il s'agit bien d'un Homo sapiens. D'autres campagnes de fouilles sont programmées au niveau du site. La prochaine campagne, Marhaba Bikoum, ça sera au mois d'octobre de l'année prochaine. On poursuit nos travaux parce que nous souhaitons mettre au jour davantage de fossiles et j'espère être en mesure de former une collection qui sera digne d'un musée. Inch'Allah. Les travaux de fouilles archéologiques au niveau du site de Jbel Iroud se poursuivent depuis 2004. Les ossements découverts sur ce site sont à présent exposés à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine à Rabat. Le mois sacré de Ramadan s'invite depuis quelques années en pleine saison estivale. Ramadan, l'occasion de partager des moments agréables en famille ou entre amis. Habituellement pris à la maison, le ftour peut aussi s'apprécier à l'extérieur. À Marrakech, la vallée de l'Ourika offre le cadre idéal pour la rupture du jeûne, une façon également d'apprécier la beauté de la nature. Nissine Hamdaoui. À une trentaine de kilomètres de Marrakech, dans la vallée de l'Ourika, l'air est plus frais et le cadre est reposant. Au plus près de Dame Nature, certains habitants de Marrakech se plaisent à tenter l'expérience d'une escapade ramadanesque pour une rupture du jeûne qui sort de l'ordinaire. La vallée de l'Ourika est l'endroit le plus proche de Marrakech. Je me rends ici pour changer d'air. J'ai déjà choisi le tagine que je dégusterai après la prière d'Atarawih. Nous venons ici en quête de calme, de fraîcheur. Car à Marrakech, la chaleur est suffocante. Je viens de passer mon bac. L'endroit est idéal pour moi, pour déstresser. Je me déstresse. Il y a plus de verdure هنا وكنخرجوا شويه من ستريس ديال لا فيل ولا ستريس ديال les études. C'est un peu le truc de la famille ديالنا, on cherche à s'exiler de la ville شويه. On cherche de s'installer des régions hors ville pour se réjouir du calme aussi. Au menu de cette pause gourmande, harira, œufs, dattes et thé à la menthe. Bref, du fait maison servi par un personnel souriant pour qui le client est roi. Lors de la rupture du jeûne, nous nous contentons uniquement d'un verre d'eau.
ou d'un verre de thé, d'un jus, pour aller servir nos clients, qui méritent toute notre attention. Visiblement, les Marocains sont de moins en moins casaniers pendant le Ramadan. Les habitudes changent, mais l'esprit de Ramadan reste intact avec sa forte charge spirituelle et religieuse. Et à propos de la météo à présent, en hausse des températures en cette fin de semaine sur le Royaume. Une vague de chaleur avec des pics entre 38 et 45 degrés ce samedi et dimanche sur plusieurs régions du pays. Plus de précisions avec Hussein Youabd de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique va être caractérisée par une hausse des températures, notamment sur le sud, le sud-est du pays, les régions intérieures du nord et centre du pays. Et cette hausse des températures elle est due à la remontée d'une masse d'air qui est chaude du sud vers le sud-est et l'intérieur du centre et du nord du pays. Et les températures vont augmenter de 5 jusqu'à 10 degrés par rapport à la normale saisonnière. Et les températures vont varier généralement ce week-end entre 40 jusqu'à 44 degrés sur les plaines de Tadlal, Haouz, Tansif, le sud-est du pays, et de 35 jusqu'à 41 degrés sur les régions de Loukous, Al-Gharb, Doukala, Abda, les régions intérieures également de Souss et du Seis et les plateaux de phosphate. Sur les côtes, les températures vont généralement varier de 24 jusqu'à 29 degrés. Début de la semaine prochaine, il y aura une légère baisse de température sur les régions côtières et le temps se maintiendra encore chaud sur les régions intérieures et sud-est du pays. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Incident militaire en mer Baltique. Un avion de chasse russe Su-27 a intercepté un bombardier stratégique américain B-52 au niveau de la frontière russe. C'est ce qu'a fait savoir le ministère russe de la Défense. Le bombardier longeait la frontière russe, a souligné le ministre russe. Et puis en Afghanistan, pas moins de 3 civils afghans ont péri et 9 autres blessés dans une fusillade survenue dans une mosquée de la province afghane de Paktia. C'est ce qu'annonçait le ministère de l'Intérieur. La fusillade a eu lieu vers 20h45 heure locale dans une mosquée de la 2e circonscription de police de Gardez, chef-lieu de la province, alors que les fidèles faisaient la prière du Tarawih. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque pour l'instant, mais le communiqué l'a attribué aux talibans qualifiés d'ennemis de l'Afghanistan. 3 policiers, cela c'est aux Philippines. Quelques 13 marines philippins ont trouvé la mort dans des combats avec des groupes terroristes qui ont pris le contrôle partiel de la localité de Marawi. Ce tir ami s'est produit dans la nuit. Une opération dans la province de Helmand à laquelle participaient des forces spéciales américaines et afghanes. Les talibans ont beaucoup gagné de terrain ces derniers temps dans le Helmand et menacent sa capitale, Lashkargah. On passe au sport et au football. Et là, nous allons parler de la CAN 2019. Première journée des éliminatoires. Dans le groupe B, le Maroc affronte le Cameroun. Match programmé au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Les Lions de l'Atlas en quête d'une première victoire face au redoutable Lion indomptable qu'ils n'avaient jamais battu depuis 1986. Devront rompre avec la malédiction et surmonter cet handicap face à une redoutable équipe camerounaise, qualifié d'ailleurs d'office en tant que pays hôte de la CAN. Le sélectionneur national Hervé Renard est conscient de l'importance du match et offrira bien sûr au public marocain un nouveau moment privilégié de bonheur. Je vous propose d'écouter le sélectionneur national Hervé Renard. On joue à 15 heures, il fera presque 30 degrés avec beaucoup de taux d'humidité. C'est pour ça je répète souvent, un match sur le continent africain n'a rien à voir avec un match sur le continent européen. Il y a tellement de paramètres qui sont différents qu'il faut que les joueurs s'adaptent très rapidement, il faut éviter de se plaindre et puis se focaliser sur une seule chose, obtenir le meilleur résultat possible. Donc c'est à eux d'être à la hauteur et de garder l'état d'esprit qu'on a eu pendant cette Coupe d'Afrique. C'était un réel progrès. Maintenant, on sera en mesure de réellement progresser quand on sera capable de bousculer des équipes de cette qualité, c'est-à-dire de la qualité du Cameroun qui est championne d'Afrique,
Voilà, c'est des bons tests, c'est des tests révélateurs et c'est là où il faut être à la hauteur. Voilà, bonne chance aux Lions de l'Atlas, un match programmé cet après-midi. Monument incontournable de la ville de Fès, considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité. La mosquée Al-Qarawiyyin, sa construction débuta en 859 sous l'ère de la dynastie des Idrissides, un bijou architectural au cœur de la capitale spirituelle du royaume, situé plus précisément dans la vieille ville. Et dans le cadre de la série News Art et Cachets architecturaux, coup de projecteur aujourd'hui sur ce grand édifice qui accueilla le grand historien Ibn Khaldoun et bien d'autres savants. Mohamed Wahibi, Mohamed Aitlishkar. Fès, une cité classée patrimoine universel par l'UNESCO. Et au cœur de cette cité 12 fois séculaire, la première université au monde, une fierté universelle. Ici, l'histoire se confond avec la science et le savoir pour prendre le nom d'eux, l'université Al-Qarawiyyin. L'université Al-Qarawiyyin avait été bâtie par Fatima Al-Fihriya Al-Banin exactement en l'an 245 de l'Hégire, soit il y a 12 siècles. C'est une université très ancienne, bâtie à l'époque du premier État islamique fondé au Maroc, l'État des Idrissides. Al-Qarawiyyin, l'université où furent formés des grands de ce monde. Ibn Khaldoun, le père de la sociologie, l'un des plus grands penseurs qui ait connu la civilisation humaine, entre autres. Cette université a fortement contribué à la diffusion du savoir universel, mais aussi à la préservation de l'identité marocaine, l'identité culturelle, cultuelle et religieuse. Le cachet architectural d'ensemble est très particulier, surtout depuis l'époque d'Almoravide, avec des ornements au niveau des arcades et également des textes gravés. Il s'agit de versets coraniques et de textes d'invocation de Dieu. Cette époque d'Almoravide a notamment été marquée par ce trésor légué, le minbar de la mosquée, un minbar qui a traversé les temps majestueusement, intact. Il est beau, richement orné. Un minibar sans pareil qui retrace une histoire très riche, une grande civilisation. Le minibar reflète le génie marocain. La mosquée Al-Qarawiyyin, le cœur battant de la cité spirituelle de Fès. Cette mosquée a connu de nombreux travaux de restauration, y compris des toitures et des éliges. Voilà, c'était un reportage signé Ahmed Ben Khadija sur un commentaire de Mohamed Aitlishkar. Il est connu pour ses créations dans le design de mobilier. Ses créations font rêver et suscitent l'émotion. Le designer Hicham Lahlou signe une nouvelle collection d'œuvres d'art out of the box, exposition organisée par l'Institut français du Maroc, placée sous le signe de l'audace créative. Elle se tient à la galerie Bab el-Kbir au Zoudaya. Yassine Maazi, Zakaria Mouqin Billah. Des installations d'art contemporain issues d'objets utilitaires. Pour son exposition Out of the Box, le designer Hicham Lahlou innove en invitant le visiteur à une réinterprétation originale d'outils du quotidien, instruments de musique ou lampadaires. Travailler sur les arts traditionnels, le patrimoine, le capital immatériel, sur les instruments de musique, il y a une forte inspiration sur nos traditions et nos coutumes. Et tout ça rentre dans une nouvelle démarche et une nouvelle étape de mon travail qui est l'art contemporain, mais l'art contemporain en tant que designer. Ça veut dire que je sors du contexte de designer,
Je travaille sur des thématiques d'installation d'art contemporain, mais on va retrouver à travers ces installations et cette démarche artistique le travail du designer. L'artiste a choisi de célébrer la musique dont il s'est inspiré dans différents instruments et aussi le thème de l'Afrique présent en force, une alliance entre l'artisanat et l'industrie. C'est une exposition très riche, très intéressante, qui met en valeur le patrimoine immatériel du Maroc. Et nous sommes vraiment très fiers d'avoir accompagné cet artiste tout au long de son parcours professionnel, parce qu'aujourd'hui c'est un artiste qui compte, c'est un artiste franco-marocain qui compte dans le monde du design et qui va certainement dans les années à venir jouer un rôle très important dans le design à l'échelle africaine. Après s'être imposé dans le design à l'international, Hicham El Hlou s'investit dans l'art contemporain. Ses œuvres expriment un talent raffiné, imprégné de la culture et des traditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablo. Excellente fin d'après-midi, excellent week-end également. Dans quelques instants, l'info revient. Ça sera le JT en espagnol présenté par Nisrine Benranem. Excellent après-midi.